Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Merci donc de nous rejoindre. Voici les titres qui vous seront développés. Signature d'une convention entre le ministère de l'économie et des finances et les représentants de la Banque mondiale à Djibouti. Et concernant les élections législatives pakistanaises, le parti d'Imran Khan est en tête des résultats partiels. Merci à tous de nous rejoindre. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a co-signé ce jeudi 26 juillet avec le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek, l'accord de financement d'un montant de 15 millions de dollars relatif au projet En Marche vers zéro retard de croissance. Le projet a pour objectif de réduire le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans à Djibouti. Le projet prévoit d'intervenir et d'appuyer les services de santé, de nutrition à fort impact pour réduire le retard de croissance à travers le renforcement des services de nutrition et de santé. De méthodologie dans la stratégie du ministère de la Santé et notre institution est honorée de pouvoir l'appuyer. Il s'agira bien sûr de passer du curatif à la prévention, des centres médicaux au domicile des patients, du suivi papier à un suivi qui épouse la nouvelle technologie. Avec le retard de croissance, Djibouti perd en capacité humaine l'équivalent de plusieurs millions de dollars par rapport à son PIB chaque année. Et il est important de pouvoir trouver une solution pérenne pour lutter contre ce phénomène. Le problème ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, mais également les autres ministères comme le ministère de l'Agriculture pour la sécurité alimentaire, le ministère du Commerce pour le contrôle des aliments importés à Djibouti ou les ministères sociaux pour les changements de comportement. Et après la signature de cette convention, le ministre Ilyas Moussa Daoualé a précisé que ce financement de la Banque mondiale permettra de mener donc le système sanitaire djiboutien vers zéro retard de croissance en renforçant les services de santé et de nutrition à fort impact pour réduire ce retard de croissance. On écoute le ministre. C'est une fois de plus une bonne occasion pour nous retrouver et d'avancer les réalisations de la République de Djibouti, de la vision du président et du peuple de Djibouti, qui veut un Djibouti émergent, un Djibouti développé et où il fait bon vivre. Dans notre vision à long terme, comme dans notre stratégie quinquennale, la première priorité arrêtée étant le développement du capital humain djiboutien. En parlant du capital humain, il est question bien sûr de la bonne santé des enfants qui naissent aujourd'hui, mais également de la bonne qualité de leur croissance, ainsi que leur éducation, que ce soit une éducation susceptible de leur apporter tout le nécessaire pour qu'ils s'épanouissent sur les longues années à venir. Et c'est pourquoi ce projet répond parfaitement à la base donc, de ce que nous appelons le capital humain et d'offrir aux Djiboutiens en situation de vulnérabilité une possibilité de leur éviter ce retard de croissance qui est particulièrement dommageable pour l'avenir de notre pays. Nous parlerons également dans ce projet d'un programme de nutrition et qui va être multisectoriel, qui va être multidimensionnel et où tous les acteurs nationaux auront à jouer un rôle important, chacun à son niveau. C'est un projet de 15 millions de dollars que nous remercions la Banque mondiale qui nous accompagne sur toutes les priorités de Djibouti. Et nous comptons développer davantage ces piliers que le capital humain qui va être un élément déterminant pour Djibouti, son développement et son émergence dans les années à venir.
Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a inauguré ce matin une nouvelle usine de séparation des polluants des eaux usées au centre de dépotage et de traitement des matières de vidange situé à Boulaos. Cette cérémonie a vu donc la participation du directeur général par intérim de l'ONEAD, Ali Youssouf, et du directeur de l'assainissement et des ingénieurs chargés de la concrétisation de ce projet. L'unité donc des Jambox inaugurée ce matin est cofinancée par l'ONEAD et la société française SIAP France. Ce projet donc a pour vocation la séparation des polluants organiques ou non organiques. Cette unité expérimentale pourra traiter donc 5 mètres cubes d'eau par heure des matières de vidange, et ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de la protection de l'environnement. Le traitement des contenus de fosses septiques de l'assainissement individuel de la ville de Djibouti, qui représente à peu près 60 à 70% des assainissements. Et les conteneurs que vous voyez, donc, c'est les conteneurs dans lesquels se fait les pré-traitements. Et donc, on vidange les contenus de la fosse dans le bac qui est derrière. Et à partir de ce bac, donc, il y a une séparation, une première séparation, donc, de la matière organique et de la matière liquide. Donc, la matière liquide passe dans le deuxième conteneur, où il subit donc un traitement également, et après ça passe dans le deuxième conteneur, et à partir du deuxième conteneur il y a une séparation totale. Et par la suite, dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a souligné donc l'importance de ce projet de la séparation des polluants organiques et non organiques. Nous sommes dans la première phase, a-t-il indiqué, et ce genre d'unité donc sera installé dans de nombreux quartiers. Ce projet vise dans un premier temps donc à protéger l'environnement. Également dans l'actualité, une équipe d'inspection du ministère de la Santé conduite par le secrétaire général, Dr Salah Banoïta, s'est rendue ce matin au niveau des différents centres de stockage des médicaments et des consommables gérés par la CAM, ou centre d'achat de matériel et médicaments essentiels. Accueillis par le directeur de la CAM, Hussein Mohamed, les hauts cadres du département de la santé ont procédé à une visite d'inspection des différents sites de stockage pour s'enquérir de visu sur les conditions de stockage donc des médicaments au niveau de la CAM. Depuis 2016, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie visant à renforcer les capacités logistiques et opérationnelles de la CAM afin de garantir une disponibilité sans discontinu en médicaments, consommables médicaux et en réactifs dans le pays. Au cours de leur visite, les autorités sanitaires ont saisi l'occasion pour exprimer leur satisfaction quant aux conditions optimales de stockage des médicaments par la CAM, qui vient de recevoir une importante commande de 45 conteneurs dans le courant de ce mois, et grâce aux nouveaux hangars qui ont été construits au PK12, la CAM a triplé sa capacité de stockage et amélioré sa contribution pour satisfaire les demandes sans cesse croissantes en produits pharmaceutiques. Tous ces médicaments sont destinés pour couvrir les besoins en médicaments et en consommables pour l'ensemble des hôpitaux, des centres de santé communautaires et des polycliniques, mais aussi les centres médico-hospitaliers et les postes de santé dans les 5 régions de l'intérieur. En plus de ces 45 conteneurs déjà livrés, la CAM s'apprête également à recevoir une seconde cargaison composée de 49 conteneurs de médicaments qui va permettre de compléter le stock existant et de renouveler le stock stratégique en médicaments essentiels. Et au terme de sa visite, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, s'est dit satisfait des conditions optimales de stockage des médicaments qui sont de bonne qualité et en quantité suffisante en vue d'approvisionner toutes les structures sanitaires pour les 6 mois à venir. On l'écoute. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de visiter le locaux de la CAM. Nous avons constaté que tout l'espace était plein de médicaments, de consommables et des équipements. Depuis le début de l'année 2018, nous avons reçu près de 50 conteneurs, comprenant donc tout ce qui est comme besoin au niveau de structures de santé, des hôpitaux, des centres de santé et également des régions. Nous constatons que de plus en plus, le ministère de la Santé
fait un effort. Nous voulons faire savoir au public que le ministère de la Santé applique la politique du gouvernement, la politique du chef d'État en matière d'accessibilité des médicaments partout, dans tous les pays, dans toutes les structures de santé. À l'heure actuelle, nous avons cette année triplé presque les fournitures en médicaments et l'approvisionnement en médicaments et matériel et équipements depuis 2016. Les structures de santé sont fournies en médicaments, en matériel et en consommables. Et nous voulons dire à la population qu'ils seront pris en charge de façon efficace avec les médicaments à moindre coût, les consommables à moindre coût. Et sous la supervision de la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Gared, et le directeur du sport du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le siège du comité olympique national a abrité hier une importante réunion d'information. Cette réunion donc a regroupé sur place des hauts cadres 7 jeunes sportifs avec leurs parents issus de 5 circonscriptions administratives sélectionnés donc pour le départ au Japon dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques 2020 sur invitation de la ville de Minesowa de la région de Fukushima ravagée par le désastre nucléaire en 2011. Ce projet donc parrainé par la présidente et financé par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et le comité national olympique intervient suite au lien très fort donc attisé entre les nations djiboutiennes et nippones suite au désastre ravageur du tsunami donc, qui a causé l'explosion nucléaire de Fukushima et le soutien significatif que le gouvernement et le peuple japonais donc, et djiboutien ont apporté, partageant ainsi les peines et les souffrances du peuple japonais. Moi je suis trop contente d'aller au Japon parce que c'est un pays que j'ai rêvé tant d'années à aller et puis là j'ai eu la chance donc j'ai dit merci au président qui a initié cette rencontre d'amitié. Et je pars pour partager mon culture et représenter une bonne image de Djibouti et j'espère revenir avec le sourire et leur culture en revanche. Et concernant le dossier de cette édition, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, est un établissement public, donc à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, assurant diverses missions. Cette nouvelle institution est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Elle a pour mission principale d'étudier, d'explorer et d'exploiter la géothermie. Elle a été créée en 2014 par le président de la République. L'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique est situé au PK20. Cet office de la géothermie est composé de plusieurs départements géosciences, à savoir le département géophysique, géochimie, géologie et plusieurs laboratoires. Ainsi, plusieurs ingénieurs et techniciens supérieurs ont été formés dans une meilleure connaissance réciproque à faciliter les échanges et la coordination en vue de réussir le développement de la géothermie à Djibouti dans les meilleures conditions de succès sur les plans techniques, économiques et social. Il convient également de rappeler que ce projet était suivi de près par le chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort en direction du développement des énergies propres et renouvelables du pays, dont la géothermie occupe une place déterminante. L'ODEG gère déjà l'exploration et l'énergie géothermique sur plusieurs sites au lac Assal, à l'instar du site de Galale-Koma, où les travaux de forage ont été donc lancés il y a 2 ans. Elle a aussi apporté son concours et son expertise pour le lancement de travaux d'exploration géothermique sur le site de Fiale ce mois-ci. Elle a aussi mené des études sur les potentialités de l'énergie géothermique à Djibouti, où une vingtaine de sites propices au développement de l'énergie géothermique ont été décelés. Elle est en charge de l'exploitation de l'énergie en abondance dans notre pays et à terme, elle va aussi assurer l'exploitation de cette énergie avec les autres institutions du pays, à l'instar de l'EDD. Et page nécrologique pour clore l'actualité nationale suite au décès de Cheikh Hussein Abbas Ahmed, illustre personnalité religieuse de notre pays, survenue donc dans l'après-midi d'hier à l'hôpital militaire. Les autorités locales de la région d'Ikil, dont notamment le préfet Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, le colonel Idriss Omar Eliye, ainsi que les ulama de la région, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille et à tous les proches du défunt. Dans leur message, ces derniers rappellent
rappelle que le défunt Hussein Abbas, retraité de l'armée nationale en 1994, également ancien artiste, occupait plusieurs fonctions au sein des instances religieuses de notre pays, telles que Mufti, imam, membre des ulama de Markaz et membre du Haut Conseil islamique de Djibouti. Détenteur d'intarissables savoirs religieux, Feu Hadj Hussein Abbas était un homme d'ouverture, de tolérance, de dialogue, de concorde et de vérité qui plaidait incessamment pour le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la paix. Il était très apprécié pour ses sagesses, son éloquence et ses riches prêches qui nourrissaient les cœurs et éclairaient les âmes des habitants de la ville de l'unité. Nous déplorons sa disparition qui laissera un grand vide religieux et social dans la région de Dikil, et nous implorons également le Très-Haut d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Choukri Ali. Bonjour Choukri. Bonjour Ahmed. Alors l'Union européenne, Choukri, va financer un nouveau quartier général pour le G5 Sahel. Et oui, l'Union européenne va doter de 65 Sahel, du G5 du Sahel, d'un nouveau quartier général dans la localité de Savaré. L'Union européenne donc a décidé de financer la construction d'un nouveau quartier général pour la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré au Mali. L'ancien QG a été détruit lors d'une attaque djihadiste qui a fait 3 morts. 2 militaires et un civil avaient été tués par explosion d'une voiture piégée devant le quartier général de la force du G5 Sahel à Sévaré dans le centre du Mali le 29 juin dernier. Ahmed. 2 des assaillants dont le chauffeur était mort et 4 autres personnes ont été arrêtées. L'attentat suicide a été revendiqué par un groupe djihadiste, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. L'annonce de ce projet en faveur du G5 Sahel a été faite par la chef de la diplomatie européenne. La force conjointe a été lancée en 2017 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger ou encore le Tchad. L'Union européenne lui a accordé un soutien financier de 100 millions d'euros. Elle devrait également compter 5000 hommes repartis en 7 bataillons, 2 pour le Mali et le Niger et 1 pour le Tchad ou encore le Burkina Faso et la Mauritanie, restant chacun sous son uniforme national. Mais les 414 millions d'euros promis lors d'une conférence internationale des donateurs organisée à Bruxelles le 23 février dernier tardent encore à se manifester. Et en Syrie, Choukri, près de 250 morts dans une série d'attentats suicides de l'État islamique dans le sud, attentats donc que l'Organisation des Nations Unies condamne. Et oui, les attaques coordonnées menées depuis mercredi par le groupe djihadiste État islamique dans le sud de la Syrie ont fait près de 250 morts. Le bilan n'a fait que monter depuis l'attaque menée hier matin et qui est revendiquée des heures plus tard par l'État islamique. Au moins 45 djihadistes ont été tués dans les combats ayant suivi les attaques. Les médias officiels syriens ont confirmé les attaques faisant état de morts et de blessés dans la ville de Soueda et les villages voisins, mais n'ont pas donné de bilan. La secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné hier soir les attaques terroristes perpétrées plus tôt dans la journée dans la ville de Soueda, dans le sud-ouest de la Syrie. Et c'était dans le titre Choukri. Nous allons parler donc des législatives au Pakistan. Le parti d'Imran Khan est en tête des résultats partiels. Et oui, le mouvement pakistanais Tehrik el-Insaf d'Imran Khan est en tête des élections législatives au Pakistan selon des résultats partiels annoncés ce matin par la commission électorale. Plusieurs formations dénoncent des irrégularités après une journée de vote entachée par un attentat suicide qui a fait hier au moins 31 morts et des dizaines de blessés. Le Pakistan est désormais en plein chaos électoral. Le mouvement pakistanais Tehrik el-Insaf de l'ancien champion de cricket Imran Khan est en tête des élections législatives au Pakistan. Selon donc ces résultats partiels, qui est annoncé par la commission électorale après 30% des bulletins dépouillés, mais le dépouillement des bulletins est loin d'être terminé. La faute à des problèmes techniques selon la commission électorale pakistanaise. Le parti du gouvernement sortant, le PMLN, est au pouvoir depuis ces 5 dernières années, dénonce d'ores et déjà des fraudes flagrantes. Pour l'heure, les médias pakistanais donnent tous le Pakistan Tehrik el-Insaf PTI, parti d'Imran Khan, vainqueur du scrutin avec au moins 100 sièges de députés. Il lui faudra 137 s'il veut former un gouvernement. Selon plusieurs observateurs, la controverse fait écho à une campagne déjà considérée comme l'une des plus sales de l'histoire de ce pays, qui est le Pakistan. Et nous allons terminer donc avec le sport.
joueur notamment du tennis, Serena Williams, se dit victime de discrimination. Discrimination, et oui, Serena Williams se dit, d'après elle, dans un tweet qu'elle a fait hier soir, subir une discrimination. Donc, Serena Williams a poussé un coup de gueule sur Twitter. La joueuse de tennis américaine estime qu'elle est trop souvent soumise aux tests antidopage et qu'il s'agit d'une discrimination à son égard. La tenniswoman gagnante de 23 grands chelems en solo avait déjà dénoncé la discrimination à laquelle elle est confrontée au quotidien, que ce soit sur sa morphologie à mettre, sur sa couleur de peau, encore sur sa maternité. Cette fois-ci, c'est à propos de la récurrence de ces tests antidopage que la sportive américaine s'exprime. Elle explique dans plusieurs tweets qu'elle a fait donc hier ne pas être testée au même titre que les autres athlètes de tennis américains de son niveau, que cela constitue donc pour elle une discrimination. Selon un rapport de l'agence antidopage américaine, Serena Williams donc aurait passé 5 tests antidopage depuis le début de cette année en 2018, soit plus de 2 fois plus que les autres joueuses américaines. Merci Choukri pour toutes ces précisions, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.